La grâce de Ilya Povolotsky avec Maria Lukianova, Jela Chitava et Eldar Safikanov. Ça raconte l'histoire d'une fille et de son père qui vont partir en une sorte de road trip du sud de la Russie, donc proche de la région de Géorgie, qui va traverser en largeur la Russie pour atteindre la mer Béran, je crois, enfin la mer du Arctique, pour y déposer les cendres de sa mère qui est morte. Ce voyage, ils vont le faire en van, dans un van qu'ils aménagent, tout en s'arrêtant à divers villages pour gagner un peu d'argent en diffusant des films, tout ça avec un grand écran qu'ils installent, et en vendant toutes sortes de choses. Une horreur, clairement une horreur ce film. Pouah, je m'attendais vraiment pas à ça en voyant la bande-annonce. Alors en règle générale, quand il y a un road movie, je vais le voir, parce que voilà, c'est un genre qui est pas très commun au cinéma. Et en plus, Dieu sait que j'adore ce style et que je suis souvent déçu. Il y a pas beaucoup de films qui m'ont transcendé alors que j'adore ce genre. Et là, en voyant la bande-annonce, je me suis dit oui, pourquoi pas, en plus c'est un film russe, ça peut changer. Mais quelle horreur! Alors, le film dure 2 heures, mais en fait, il dure que 20 minutes. Parce que pendant 1h40, il y a des plans horriblement longs. Tous les plans de ce film, on a vraiment l'impression, premier degré, que c'est un amateur qui les fait. On a l'impression qu'il est en étude de cinéma et qu'il se dit, regardez comment je fais un plan. C'est des plans, il est fixe à la caméra, et en fait, soit il y a la voiture, le van, qu'on va voir de très loin, rouler dans les chemins serpentueux, etc. Soit c'est quelqu'un qui va marcher, et en fait la caméra elle va bouger tout doucement pour qu'on voit en même temps derrière le paysage que c'est. Alors il y a des paysages qui sont assez jolis, ou alors complètement sinistres, mais bon voilà, ça a un certain intérêt. Mais le truc c'est que c'est trop long, et en fait à la fin de chaque plan, la caméra continue de filmer, mais pendant genre 10 secondes, où il se passe rien à l'écran. C'est une horreur. Les acteurs, ils ne parlent jamais dans le film, enfin il y a 2-3 dialogues, donc c'est très mou, il y a zéro musique, et la qualité de l'image est infâme. Je veux dire, avec un téléphone, là, la qualité de mon téléphone est 1000 fois mieux que ce qu'il y a dans le film. Enfin, je suis désolé, mais même vous prenez un téléphone qui a 5 ans, il filme mieux que ce qu'il y a dans le film. La qualité, elle est dégueulasse. Alors, je suis désolé, moi, je suis plus pour les films pellicules que les films numériques. Et j'aime bien le grain quand on parle de grain au cinéma. Mais là, je suis désolé, on voit, ça clignote de partout à l'image. C'est trop dégueulasse. Enfin, franchement, on a l'impression de voir une cassette. Non, il y a rien qui va dans le film, sans déconner. Et les acteurs, ils véhiculent rien. Il y a zéro émotion, il y a t'as zéro empathie, ils parlent pas. Enfin, vraiment, on s'en bat les couilles du début à la fin de ce qui se passe dans le film. Pour vous dire, dans la salle, bien sûr, il y en a qui sont partis, et il y en a même un qui a ronflé. Je veux bien qu'on nous sorte des films étrangers et tout ça, moi je demande que ça, chaque fois qu'il y a des films qui sont pas américains ou anglais, j'aime bien aller les voir. Mais là, si c'est pour nous mettre de la merde comme ça va pas donner envie aux gens de continuer de voir des films étrangers. Hein. Donc non, vraiment, à fuir complètement. Amelia's Children de Gabriela Brentes avec Brigitte Lundy Payne, Carlotto Cotta et Annabella Morera. Ça raconte l'histoire d'un homme trentenaire qui est orphelin et qui fait des recherches pour essayer de retrouver sa famille. Un jour, il va trouver, grâce à une entreprise high-tech, un match d'ADN et il va faire la rencontre de son frère jumeau qui lui dit qu'il habite au Portugal avec sa mère et de là, il va aller les rencontrer. Sauf qu'évidemment, une fois là-bas, lui et sa copine vont se rendre compte que son frère jumeau et sa mère sont chelous, et de là, après, va partir le film d'horreur. Alors, le film est naze, tout simplement. C'est catalogué épouvante horreur, thriller aussi. C'est rien de tout ça, quoi, c'est juste... je saurais même pas le cataloguer. Alors oui, bien sûr, on est dans l'esprit horreur, mais il y en a peut-être 2 fois dans le film, quoi. Il y a rien, le film est vide. Bon là, surtout pour ce genre de film, hein, j'hésite pas à spoiler. Donc là, cette histoire de sorcière qui a besoin de se nourrir de ses enfants pour rester éternellement jeune, parce que là, du coup, dans le film, vu qu'elle est vieille, ça n'a aucun sens. En fait, au début du film, on voit qu'un des jumeaux se fait kidnapper par des gens, et du coup, on comprend que c'était pour sauver les enfants. Il y a aussi une méga histoire d'inceste, c'est-à-dire qu'elle couche avec ses enfants. Alors, je sais pas depuis combien de temps elle le fait, hein, vu que, bon, c'est une vieille sorcière qui date de je sais plus quand. Le truc, c'est qu'au moment où le film se passe, donc elle est vieille, elle a au moins 60 ans ou 70 ans, et son fils il a la trentaine. Et en fait, à ce moment du film, si le héros, là, avec sa copine, ils avaient pas fait ce test dans ce truc high-tech, il aurait jamais retrouvé son frère. Donc il serait jamais allé au Portugal, il serait jamais allé les voir. Et là, t'as l'impression que ça se passe comme si c'était prévu de leur part. Mais le truc, c'est que eux, ils sont même pas au courant. Donc ça veut dire que, normalement, elle va crever, la mère, vu que... Puis même, ça n'a pas de sens, parce que on dit qu'il faut qu'elle se nourrisse des enfants pour devenir jeune, mais dans ce cas-là, pourquoi elle bouffe pas son fils qui lui reste ? Parce que sinon elle va crever. Donc là c'est comme si en gros elle attendait le fils jumeau, et t'as l'impression qu'elle est contente quand il arrive alors qu'elle ne savait même pas qu'il allait venir. Et en plus de ça dans le film, on voit que
Elle a pas besoin de manger ses enfants pour devenir jeune, parce qu'à la toute fin du film, on la voit toute jeune avec son fils de 30 ans. Parce qu'à un moment donné dans le film, elle couche avec l'autre gars, avec le héros. C'est-à-dire, en fait, elle a pas besoin de manger, elle a juste besoin de niquer avec ses enfants pour redevenir jeune. Et donc, en fait, le film n'a aucun sens. En fait, je comprenais pas le principe de ce film à me dire pourquoi c'est un film d'horreur et pourquoi ça serait menaçant pour le jeune couple. Parce que je veux dire, à un moment donné, la sorcière, elle était hyper dégoûtée de se faire voler son enfant au début du film. Là, elle doit être contente de retrouver son enfant. Donc tu dois te dire, je veux dire, au moins eux, elle devrait être tranquille et ils devraient même pas avoir de trucs horribles. Sauf que si, donc tu te dis c'est chelou, t'apprends pendant le film que du coup faut qu'elle bouffe ses enfants pour devenir jeune, donc là tu dis ah ouais ok, donc c'est normal qu'en fait elle est pas super cool avec, et finalement à la fin du film on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de ça. Illogique et aucun intérêt. À part deux trois scènes qui sont un peu flippantes comme ça, il fait pas du tout peur quoi, et limite, je veux dire la sorcière elle-même, elle est pas inquiétante pendant tout le film, et c'est vraiment juste le fils à limite parce qu'il est costaud, qu'à un moment donné, qui en veut à sa copine, là. Mais sinon, ouais, le film, nul, quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de stylé, et en fait, déception, quoi. May December de Todd Haynes, avec Natalie Portman, Julianne Moore et Charles Melton. Ça raconte l'histoire d'une actrice qui va tourner un film, et qui veut se préparer pour son rôle, qui va incarner une femme qui existe dans la vraie vie et qui a connu en gros une histoire assez médiatisée. Donc pour ce faire, elle va se rendre tous les jours chez cette femme, dans cette maison, où elle va essayer de comprendre la femme, discuter avec elle, partager ses moments, etc. Et qu'elle lui raconte un peu sa vie et son passé. Et à côté de ça, elle va aussi un peu parler autour d'elle, quoi, avec son mari, avec ses amis, ses connaissances, etc. Et c'est à peu près tout pour l'histoire, en fait. Déception. J'ai mis cette note, mais je pense pas que ça valait moins. En fait, j'arrive pas à savoir si je suis complètement passé à côté de ce film parce que j'ai rien compris, même s'il y a des messages sous-entendus, ou alors une philosophie à connaître, vraiment, j'en sais rien, mais vraiment, je me suis fait chier devant le film. Je l'ai pas trouvé intéressant. Donc ça raconte l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse et qui a couché avec un enfant de 13 ans. Et donc à l'époque, dans le film, ça avait fait scandale, etc. Sauf que, voilà, il s'est passé, je crois, plus de 25 ans, et ce couple est toujours ensemble, ils ont eu des enfants, et voilà, ils vivent apparemment une bonne vie. Et donc Natalie Portman, son personnage, va être l'actrice qui va essayer de jouer ce rôle-là. Je sais pas, je comprends pas le film, en fait. En fait, ça tourne autour du pot. On veut pas nous dire exactement ce qui s'est passé, etc. Au final, à la fin, on n'apprend rien de plus, à part le fait que voilà, elle a couché avec un mec de 13 ans, et qu'aujourd'hui ils sont ensemble. La femme, elle est hyper chelou, on la voit dans des situations un peu bizarres, et on dit que même d'autres gens autour d'elle trouvent qu'elle est bizarre et tout, mais jusqu'à la fin du film, il y a rien de fou. Scène de fin, la dernière réplique qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, j'ai même pas compris en fait à ce moment-là pourquoi elle dit ça, quel est le message. Et Nathalie Portman, son personnage, elle est aussi chelou que la femme, quoi. Même sa façon d'être, de regarder, de se comporter, je la trouve hyper chelou. Et alors, je sais pas si c'est dû vraiment à la direction du réalisateur qui a dit qu'il voulait que Natalie Portman joue comme ça, mais je la trouve trop bizarre. Et en fait, presque, je trouve que c'est mal joué. Dans le film, là, c'est gênant, je trouve ça horrible, quoi. Elle fait des têtes, elle a des grimaces, pour moi, c'est des grimaces. Et vraiment trop bizarre. Donc ouais, le film, franchement, j'espère que je suis passé à côté, parce que sinon, c'est vraiment de la merde. Et c'est pour ça que je mets cette note dans le bénéfice du doute, mais vraiment, déception, quoi. Comme un prince, de Ali Mariar, avec Ahmed Silla, Mallory Wanek et Julia Piaton. Ça raconte l'histoire d'un mec qui est boxeur professionnel, qui est champion de France et qui va concourir aux Jeux Olympiques, mais il va se passer une connerie quelques mois avant la compétition, il va se péter la main, non seulement il va être blessé, il va pas pouvoir accéder aux Jeux Olympiques, mais en plus il va devoir faire des travaux d'intérêt général. À la suite de ça, il va passer donc plusieurs mois au château de Chambord pour travailler à ce qu'il y a besoin. Et là-bas, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est une fille de foyer. Et en fait, il va se rendre compte qu'elle boxe très bien et il va vouloir la former et trouver une sorte de rédemption là-dedans. À côté de ça, il va y avoir bien sûr des histoires un peu personnelles à chacun des personnages. Mais sinon, on va suivre un peu leur parcours à tous les deux. Comment va évoluer cette relation. Bon, je suis allé le voir, mais je m'attendais à rien, et effectivement, il n'y a absolument aucune surprise. C'est des films comme on en voit tout le temps.
Ça fait partie de la catégorie des films français qu'on dit oui, c'est toujours la même chose. Et effectivement, c'est toujours la même chose. C'est quoi? C'est une comédie, on dit comédie dramatique, mais c'est une comédie sociale. Et c'est vraiment tout le temps pareil, hein, le même schéma, les mêmes enjeux, etc. Le film est pas du tout nul, hein, il est pas ennuyant, je me suis pas fait chier à regarder le film, mais voilà, c'est vide, il se passe rien, je l'aurais oublié dans une semaine. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, à la limite pour Ahmed Silla, quoi, si vous aimez le gars, vous pouvez lui faire plaisir en voyant le film. Un silence, de Joachim Lafosse, avec Daniel Auteuil, Emmanuel Devos et Jeanne Chéral. Ça raconte l'histoire d'une famille dont le père est un avocat renommé et qui est en plein procès juridique et médiatique suite à une affaire dont on ne sait rien, a priori. Et donc le film va un peu tourner autour donc, du père, de la mère et du fils. Alors voilà, j'en dis pas plus exprès parce que... alors déjà, moi, quand je suis allé voir le film, vraiment sans connaître du tout l'histoire, j'ai vu genre 2 images de la bande-annonce et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et j'aime bien voir des films de temps en temps où je ne connais absolument pas l'histoire, comme ça me permet de découvrir vraiment le film. Et puis en fait, ça confirme l'originalité du film, c'est-à-dire que ça porte bien le nom du film, Un silence. C'est qu'en fait, pendant tout le film, on sait pas ce qui se passe. Alors bon, bien sûr, on s'en doute plus ou moins rapidement. Et c'est une famille qui ne dit rien, qui cache les choses et qui ne parle pas. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont pas mal, où quand c'est la mère qui veut parler à son fils, le fils ne répond jamais. Mais ça, c'est hyper frustrant à voir comme scène. Elle parle, mais le mec ne répond pas. Ou alors inversement, quand c'est le mari qui parle à sa femme, alors bon, elle répond, mais elle s'esquive souvent. Il y a d'autres moments avec d'autres personnes où, voilà, ils répondent pas entièrement, ou à côté. Enfin voilà, c'est vraiment des non-dits, quoi. Au final, je suis quand même un peu déçu. Parce que, voilà, mis à part ce côté-là du silence qui est omniprésent dans tout le monde, qui est plus ou moins quand même intéressant, je trouve que le film est pas ouf. Pour ce qui est du sujet quel est le non-dit dans cette famille, on l'apprend quand même assez rapidement. Le gosse, ce qu'il fait à la fin du film, pareil, je trouve que c'est un peu... Alors bien sûr, hein, c'est des histoires vraies, ça arrive tous les jours, mais... Là, dans le film, je trouve que c'est pas hyper convaincant, en fait, ce qui arrive à la fin du film. Ouais, au final, en fait, c'est assez plat et mou. Donc, j'ai pas été très emballé par le film, au final. C'est dommage, parce que le sujet était quand même intéressant. Mais, un peu déçu. Making of de Cédric Kahn avec Denis Podalides, Jonathan Cohen et Stéphane Crépon. Ça raconte l'histoire d'un réalisateur qui est très talentueux, mais qui fait face aux caprices des producteurs, donc qui donnent l'argent, pour la fin de son film. En effet, donc Podalides, qui est le réalisateur, souhaite réaliser un film qui est inspiré donc d'une histoire vraie, d'une usine qui va être délocalisée, et donc les ouvriers vont vouloir se rebeller, prendre l'usine en tant qu'autogestion et tout ça, et qui vont lutter contre le capitalisme en gros. Et donc le réalisateur avait une fin comme la réalité, c'est-à-dire tragique, hein, une fin qui se finit mal, alors que les producteurs souhaitaient une happy end. Suite au refus du réalisateur, les producteurs vont se retirer et donc Podalides va se retrouver sans thune pour terminer son film. J'ai trouvé le film pas mal mais sans plus, notamment parce que en fait je m'attendais à un film beaucoup plus méta. C'est-à-dire, donc voilà, c'est un film qui parle d'un film. On voit un peu les galères que peut avoir un réalisateur. En fait, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça a été joué à moitié dans le sens où il y a quand même une grosse partie histoire en fait, avec notamment la vie privée du réalisateur et aussi avec un jeune gars qui va lui donner au début du film son scénario et qui va finir par tourner lui le making of en quelque sorte. Et en fait lui voilà, il y a une histoire d'amour avec une des actrices. Et donc voilà, ces deux histoires en fait qui sont en parallèle du film en soi, je trouve qu'elles sont un peu en trop. Enfin moi j'aurais quand même aimé un film qui soit beaucoup plus centré sur le film lui-même et du coup de rajouter voilà des soit du drame, soit de la romance et tout ça autour de ce film. Je trouve que c'est un peu dommage parce que on en connaît des films où ça raconte ça, donc c'est pas nécessaire en fait pour le film. Donc voilà, c'est dommage parce que j'aurais aimé beaucoup plus de méta là-dessus sur comment faire un film, sur les galères qu'il y a autour et tout ça. Et là, je trouve que c'est pas 50-50, mais bon, il y a quand même peut-être 30% qui est vraiment de l'histoire pure qui est à côté du film, donc je trouve ça un peu dommage. Et aussi le cas, on va dire Jonathan Cohen qui voilà est très critiqué pour sa façon d'être un peu relou, de toujours jouer la même chose, le côté extravagant. Et là, voilà, j'avais entendu avant le film comme quoi, c'est un peu méta aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de prendre cet acteur pour ce côté-là un peu relou,
parce qu'effectivement il joue un acteur relou, mais en fait du coup, parce qu'on disait oui, il joue tout le temps ce genre de rôle et que là, c'est bien et tout, mais en fait je trouve que non, parce qu'il continue de faire du Cohen en fait, donc pour moi il sort pas de son rôle, même si effectivement il joue son rôle de relou qu'on a de lui, donc si oui, il y a un côté un peu rigolo méta là-dessus, mais je trouve vraiment très drôle en tant qu'humoriste ou que mec, voilà, quand il parle, quand il est invité dans les trucs, mais voilà, quand il fait ses personnages et tout ça, enfin je trouve que c'est un peu relou, et là, au final il joue un mec qui est aussi relou. Alors il le joue bien du coup, mais c'est lui quoi, il fait clairement du Jonathan Cohen, donc là-dessus je trouve que ça change pas du tout. Mais bon voilà, au-delà de ça, le film est quand même sympa à regarder, l'histoire est quand même sympa, c'est pas un mauvais film, mais j'aurais aimé qu'il soit quand même beaucoup plus centré là-dessus, sur la réalisation du film. Le dernier des Juifs de Noé Debré avec Michael Zindel, Agnès Jaoui et Solal Bolodnin entre autres. Ça raconte l'histoire d'une mère et de son fils qui vivent dans une cité du 9-3 je crois, et qui se retrouvent être les derniers des Juifs. Donc le film se passe du point de vue du garçon, qui en fait a l'air d'être, je dis bien il a l'air parce qu'il l'est pas en fait dans le film, mais il a l'air d'être simplet, dans le sens où voilà, il prend tous les bons côtés de la vie, il est tout le temps jovial, sourire, il prend tout, pas au second degré, mais avec légèreté. Et en fait, sa mère, qui est donc malade, va elle tout le temps avoir le discours de il faut déménager, il faut bouger, parce que tout le monde s'en va, tous les juifs s'en vont. Elle dit qu'elle en peut plus des noirs, des arabes, etc. Mais bon, il y a un ressort comique dans le film, parce que elle se plaint à chaque fois, mais à la fin, elle va se plaindre même de sa communauté. À côté de ça, son fils, qui donc lui dit oui, 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 mais en fait, on sent qu'il se sent bien là où il est, et qu'il n'est pas impacté par ça. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de l'histoire, On va le suivre un peu dans ses péripéties, on va le suivre un peu dans son quotidien, avec le fait que il se balade pour faire ses courses, ses relations avec sa mère, quand ils sont chez eux, la relation qu'il a avec une femme voisine de palier, avec les jeunes qui sont en bas de la cité, et aussi avec son cousin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le personnage du cousin, qui va essayer de l'aider un peu à travailler, notamment en étant un vendeur de clim, je crois. Et oui, sinon c'est à peu près tout, le film, ça raconte vraiment le quotidien de ce jeune juif, dans un endroit qui effectivement est délaissé par sa communauté. Alors le film, comme je dis, il ne se passe rien de particulier, mais voilà, il est très léger, le film il est catégorisé comme une comédie dramatique, c'est plutôt vrai. Le film, il prend le point de vue du gars, c'est-à-dire que il y a toujours des petites musiques légères, insouciantes et tout. Et c'est un peu ça, on suit vraiment ce quotidien avec ce jeune-là qui est insouciant. Il y a des moments qui sont plus solennels, plus tristes, mais dans le fond, oui, on reste joyeux avec ce gars. Et du coup, ouais, c'est très joli, c'est vraiment une petite belle histoire. Argyle, de Matthew Vaughn, avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill et Bryan Cranston, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une écrivaine qui écrit en gros des livres d'espionnage, et elle va se rendre compte que ce qu'elle écrit prend vie, et en tout cas se réalise, comme si elle était prophétesse de ce qui arrivait. Donc en fait, ces personnages existent dans la vraie vie, et ce qu'elle décrit leur arrive vraiment. Et donc à un moment donné, avant qu'elle arrive à la fin de son histoire, les agents secrets vont essayer de la retrouver, que ce soit dans les deux camps, pour essayer de l'empêcher d'arriver à terme, ou en tout cas d'écrire ce qu'elle veut, etc. Alors, je suis un peu partagé par le film, sachant que du coup c'est clairement dans le... c'est même l'univers Kingsman, sachant qu'il y a une... je spoil direct, mais c'est pas intéressant, il y a une scène post-générique où on voit un bar Kingsman. Vraiment, la scène post-générique, c'est vraiment pour dire « Hé, on est dans le même univers que Kingsman !» Mais bon, sinon, il n'y a absolument rien dans tout le film qui est en rapport avec. En tout cas, voilà, donc c'est la patte, on est un peu dans le même univers. Sauf que justement, c'est en ça que je suis déçu. Autant on retrouve la patte Kingsman pour la longueur, parce que pour un film d'action, je trouve qu'on sent la durée. Vraiment, il y a un moment donné, on a envie de dire « Bon, ok ». En fait, le dernier acte, il dure genre 30 minutes, quoi. Donc c'est pour ça, c'est un peu long. Et par contre, on ne retrouve pas Kingsman dans les scènes d'action. Alors que pourtant, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est les scènes d'action. Donc je m'explique. Alors, ce film Argyle, l'idée est sympathique de cette autrice qui écrit machin et tout ça. Après, dans le film, on va voir qu'il y a des twists, etc. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, je trouve que l'histoire, comme elle est parlée, comme elle est faite, elle est un peu lourde,
dans comment c'est raconté, et du coup, on s'en fout un peu, on voit juste les scènes passer, on a envie de dire, bah voilà, allez, next, next, next. Et donc voilà, les scènes qui sont intéressantes, c'est les scènes d'action. Alors, les scènes d'action, la première scène, elle est dégueulasse, mais alors, ce que je me dis, c'est que vraiment la première scène d'action, c'est une scène qui est racontée, donc au début du film, l'autrice lit un passage de son livre. Donc en fait, c'est narré. Donc on se dit, est-ce que les effets spéciaux, enfin la scène est dégueulasse exprès parce que on raconte une histoire et que après dans le reste du film, quand ça sera la réalité, on va voir que le niveau effets spéciaux c'est plus réel. Vraiment, je sais pas trop. Et j'ai pas été choqué par les effets spéciaux ensuite. Donc je me dis que peut-être effectivement ça jouait là-dessus. Mais bon, si c'était jusque-là subtil, ça, en même temps ça m'étonnerait. Parce que vraiment la première scène c'est énorme, mais du coup c'est dégueulasse quoi. Enfin, il y a plein de moments. Ils auraient pu le faire avec des vrais cascadeurs et tout, et c'est de la 3D et tout, c'est immonde. Et sinon voilà, pour le reste de l'action, j'ai trouvé ça sympa, c'est original aussi comment ils ont fait, donc sans spoiler, mais avec les différents acteurs, les scènes d'action, ce qui se passe, c'est très original. Henry Cavill, la tête qu'il a pendant les scènes d'action, j'adore. Donc voilà, ça c'est bien fait, mais n'empêche que par rapport à Kingsman, bah c'est clairement en dessous. Kingsman, ça me reste en tête. C'est un des meilleurs films d'action des dernières décennies. Je veux dire, Kingsman, ils ont révolutionné le genre. Et c'est un truc de malade quand tu vois les scènes d'action de Kingsman 1 et 2. C'est oufissime. Et là, bah, putain, c'est peut-être le réalisateur de Kingsman, mais alors toute l'équipe technique et tout ça, en charge des scènes d'action, c'est pas la même. Parce que vraiment, c'est pas du tout la même saveur. Même si au final, c'est ce que j'ai préféré dans le film. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est assez triste, c'est que ça a pas du tout le niveau d'un Kingsman. Voilà, enfin, franchement, non, c'est pas ouf, quoi, et vraiment trop long, donc bah, si vous avez envie de voir un film déconnant, d'action et tout ça, bah oui, let's go, mais sinon, ça vaut pas forcément la peine, quoi. Et puis, mettre John Cena pour si peu de scènes, c'est vraiment dommage. Mean Girls de Tina Fey avec Angorin Rice, René Rapp et Avantika Vandanapu. C'est l'histoire d'une lycéenne qui vivait au Kenya et qui emménage dans une ville des États-Unis et donc qui rentre en cours d'année au lycée. Et le film a raconté l'histoire de son intégration, la connaissance qu'elle va faire avec certaines personnes, grosso modo, voilà, les histoires d'amitié, d'amour qui va se passer au lycée. Tout ça sur fond de comédie musicale. Eh bien, j'ai été plutôt bien surpris. Je m'attendais à pas grand-chose et alors honnêtement, d'habitude, je n'aime vraiment pas les comédies musicales. La vraie dernière comédie musicale que j'avais vu au ciné, c'était Sweeney Todd, pour dire que voilà, même pour un film un peu, on va dire, horrifique, j'avais trouvé ça vraiment relou. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai entendu de bonnes critiques dessus. Il y avait pas trop de films en ce moment, là, en début d'année, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et du coup, ouais, faudrait peut-être que je m'y remette au film de comédie musicale, parce que je l'ai plutôt bien apprécié. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, parce que, vraiment, tout est cliché dans le film. Le truc du lycée, avec les groupes caricaturaux et tout. J'ai vite compris qu'il fallait absolument pas rentrer là-dedans, et qu'il fallait voir vraiment comme une comédie musicale où faut poser le cerveau, quoi. Et à partir de là, j'avoue que je me suis plutôt laissé entrer dedans. Les musiques, je les trouve vraiment cool. Alors il y en a une ou deux qui sont un peu oubliables, hein. Mais il y en a d'autres, je les trouvais vraiment sympas, bien rythmés et tout ça. Les acteurs sont sympas tous, hein, ils jouent bien leur rôle. Du coup, j'ai passé un bon moment. Je ne peux pas trop comparer avec d'autres comédies musicales, parce que voilà, comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais je pense que celle-ci vaut le coup pour ceux qui aiment un peu ce genre de film, teen movie, et en même temps les comédies musicales, je pense que ça vous plaira. Saltburn de Emerald Fennell avec Barry Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme d'Angleterre qui va intégrer l'école d'Oxford, qui va quand même se faire intégrer par un des gars les plus riches de l'école, et qui va intégrer le groupe. De là va se créer une certaine relation amicale plus envers ces deux garçons. À la fin de l'année, le fils de riche va demander à son pote de venir vivre pendant les vacances chez lui, dans son château, à Saltburn. Et de là va suivre le reste du film. Alors c'est un film Netflix, il est sorti en fin d'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de le voir, donc voilà, je l'intégrerai quand même dans ma sélection de 2024. Que dire du film ? C'est plutôt partagé, c'est bête à dire, mais on sent la qualité moindre d'un film Netflix, hein, on voit que c'est pas un film cinéma, mais il y a un peu de l'idée. Alors le truc du pauvre qui va essayer d'être intégré par le riche, etc., machin, bon ça c'est connu, mais en fait il y a un petit twist justement avec ce personnage principal qui est quand même assez intéressante du coup, et de voir en fait tout le cheminement qui va être fait par ce personnage. L'acteur principal je l'aime beaucoup, et du coup je trouve qu'il joue bien dans le rôle. Rosamund Pike aussi j'aime bien. Après les autres acteurs, oui ça va, mais sans plus. Il y a un truc par contre que c'est un détail dans le film, mais je comprends pas.
Ils sont dans une famille, dans un château, ils sont dans une famille de riches, enfin ils ont des valets partout. Enfin vraiment, ça pue les millions dans la maison. Et en fait, t'as l'impression que dans tout le château, ils ont une seule télé. Et ils la regardent à chaque fois tous ensemble dans la même pièce. Et c'est une télé qui fait même pas 1 mètre de diamètre. Enfin 1 mètre de diagonale. Genre c'est une... Allez si, c'est peut-être une 100 centimètres. Mais c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi dans le film, même la réalisation, enfin tout, pourquoi ils ont dit tiens, on va prendre cette télé et on va garder cette télé. C'est incompréhensible. Alors à moins, peut-être un truc que j'ai pas capté, c'est que c'est par rapport à l'époque, qu'il n'y avait pas des télés plus grandes. J'ai pas fait gaffe de l'année dans laquelle le film se passait, mais... Enfin vraiment, moi la télé, ça m'a choqué, quoi. C'est une mini-télé qui regarde tous, là, dans le salon. Enfin bon, à part ça, oui, il y a des scènes que j'ai trouvées très dérangeantes, vraiment dégueulasses. Notamment une scène de la baignoire, hein, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Sinon, oui, voilà, il y a d'autres scènes comme ça un peu dérangeantes, hein, vraiment l'acteur il joue bien, mais le film en soi, voilà, l'idée est sympa, tout ce qui se passe à la fin du film et tout ça, mais si on veut être un peu terre à terre, je veux dire, une histoire comme ça, c'est cramé en 2 secondes, je veux dire... ne serait-ce que par la police, les enquêtes et les enquêteurs et tout ça, enfin c'est impossible qu'un truc comme ça se passe aussi facilement. Enfin bref, le film est pas trop mal, je vous conseille de le voir si vous avez Prime Video, mais voilà, c'est pas non plus le film du siècle. Un coup de dé de Yvan Attal, avec Yvan Attal, Maïwenn, Guillaume Canet et Marie-Josée Croze. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, grosso modo, doit tout à son meilleur ami. Un soir, il y a un cambrioleur qui est chez lui et qui menace donc sa vie, sa femme et son enfant, et son meilleur ami va venir à son secours, et donc quasiment lui sauver la vie. Et ensuite de ça, même au niveau professionnel, il va lui donner plein d'opportunités, et donc voilà, en gros, toute la vie qu'il a aujourd'hui, il la doit plus ou moins à son ami. Sauf qu'à un moment donné, son ami va commettre un adultère, et à partir de là, les choses vont dégénérer, sachant que lui, même s'il est dans l'ombre de son meilleur ami, est sur le point de vue moral, un peu l'homme et le mari parfait. Sauf que, bien sûr, ça va déraper de son côté aussi, et les choses vont vraiment aller de pire en pire. Alors oui, c'est assez dur à résumer le pitch, parce que sans faire un résumé du film en entier, mais en tout cas, c'était plutôt agréable à suivre. J'ai bien aimé la voix off, la voix du narrateur, du personnage principal, de Yvan Attal, qui raconte le film. C'est un peu original, même dans la façon de l'intonation qu'il a de parler et de raconter le film, c'est pas trop commun, cette façon même de parler, enfin de le raconter, je trouve. L'histoire, je sais pas si elle est très originale, parce que bon, c'est une histoire d'adultère et de mélange d'adultère et tout ça, donc c'est pas non plus hyper innovant. Le point culminant qui fait que ça devient de plus en plus chaud dans l'histoire, c'est un peu un raccourci scénaristique, quoi. Bon, je vais spoiler un peu le film, là. La femme qui, à la base, couche avec son meilleur ami et qui est amoureuse de lui, etc. Et que bon, à un moment donné, donc il préfère rester avec sa femme et il la remballe. Elle va tomber dans les bras de son meilleur ami, Monsieur Parfait là. Et je trouve c'est un peu gros quoi. Enfin surtout le mec qui est Monsieur Parfait, hein, le personnage principal, qui là va succomber à la meuf qui a en plus couché avec son meilleur ami. Enfin c'est quand même un peu gros quoi. Mais sinon voilà, il y a vraiment que ça. Sinon le reste est pas mal. Hein. J'ai bien aimé la fin du film. La dernière scène, je l'ai trouvée très original, comment le personnage, même la voix off, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, etc. Ça matchait bien avec le personnage et avec l'histoire. C'est vraiment, je pense, la meilleure scène possible et c'est vraiment très bien trouvé. Donc voilà, le film est sympa, il est pas non plus exceptionnel, mais ça reste sympa, c'est un bon petit thriller amoureux français, donc voilà, c'est toujours sympa à voir. A Man de Kei Ichikawa avec Satoshi Tsumabuki, Sakura Ando et Matsakata Kubota, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une femme japonaise qui va rencontrer un homme plutôt réservé et mystérieux, mais a priori sans histoire, qui va se marier avec lui, fonder une famille, et en fait cet homme-là va avoir un accident de travail, suite à quoi des obsèques vont être faites, et en fait un membre de la famille donc de cet homme mort va se rendre compte que ce n'est pas son frère qui est mort. De là va commencer une enquête sur l'identité de cette personne. C'est vraiment un très beau film, il est très très riche en termes de contenu. Déjà au niveau de comment il est fait sur la forme, il y a beaucoup de points de vue, c'est-à-dire qu'on voit de temps en temps le point de vue de la femme, de celle qui a perdu son mari, qui est à la fois donc mère aussi, et donc on va avoir un peu sa relation avec son fils, qui était plus ou moins le fils adoptif de ce monsieur. Il y a aussi le point de vue de l'enquêteur, qui est un Coréen, un Sud-Coréen, l'histoire se passe au Japon, qui lui va tout simplement essayer de retrouver l'identité de cet homme, sauf que de son point de vue à lui, on va voir sa vie personnelle, privée, avec sa femme et son enfant,
mais aussi ce qu'il subit comme racisme par rapport au Japon, etc. Dans le film, il va y avoir des flashbacks sur ce Tom qui a disparu, et donc on va voir aussi voilà, les points de vue de ce que cette personne a vécu, qui il était, ce qu'il a fait, etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de points de vue différents. Chaque personnage amène son lot de problèmes, etc. Donc voilà, j'ai trouvé très intéressant. Ça parle, donc comme je disais, voilà, du racisme au Japon, de la discrimination, etc. C'est quand même vraiment important. Le côté famille et tout. Ça parle aussi de la peine de mort. Et en fait, ça par contre, c'est quelque chose que je n'ai pas trop compris. Après, ça doit être quand même spécifique à la mentalité japonaise. C'est qu'à un moment donné dans le film, il y a une personne qui assiste à une espèce de truc de musée, machin. Bon, bref, ça parle de condamnés à mort qui ont fait des dessins. Et en fait, il y a tout un truc comme quoi le Japon est divisé entre ceux qui pensent que les hommes, bon, comme dans tous les pays en soi, mais il y a ceux qui vont penser que les humains ne changeront jamais. L'humain ne change pas, donc en gros, c'est ce qui légitime la peine de mort. Si un humain fait ça, il faut le tuer, parce que de toute façon, il ne servira à rien, il changera jamais au cours de sa vie. Et t'as ceux qui disent que si l'humain peut changer, et du coup, bah voilà, il y en a qui sont contre la peine de mort. Et en fait, à ce moment du film où ils en parlent, c'est un moment où on sait pas trop ce que ce Tom, à l'identité inconnue, a fait. Et alors là, je vais rentrer un peu dans la section spoiler, parce que sinon ça va être dur d'en parler. À un moment donné, on croit entendre parler du fait qu'il y a un homme qui a massacré un père de famille avec sa femme et son enfant, donc voilà, un crime horrible, et sur le coup, on croit que c'est lui, et en fait, on nous dit très rapidement que c'est son père, le père de l'homme disparu qui a fait ça, et en fait, toute la tragédie du film, de ce que cet homme a vécu, on comprend que c'est un traumatisme de ce que son père a fait, donc parce que le fils a plus ou moins assisté à la scène. Mais du coup, je trouve que le message sur la peine de mort et le fait... Parce qu'en fait, ça aurait été très dur d'accepter ce que ce Tom a fait si ça avait été lui qui avait genre massacré la famille, par exemple. Alors qu'au début du film, on voit que ce Tom-là inconnu, il tombe amoureux d'une jeune femme et qu'il intègre l'enfant, qu'ils ont une famille après. Donc on se dit, ce Tom-là a changé. Et c'est pour ça que le message avec voilà, le fait que les hommes peuvent changer, je le trouve pas ouf. Parce qu'en fait, on voit que cet homme, il change dans le sens où, quand il est jeune, il est traumatisé par ce que son père a fait et qu'il est boxeur juste pour se faire taper dessus. On comprend il vit un mal-être de fou et qu'effectivement, quand il rencontre cette femme, il a plus ou moins changé. Mais bon, ça aurait été plus fort, bon, plus dur à accepter, j'imagine, mais plus fort si c'était lui qui avait commis des actes horribles. En tout cas, voilà, ça reste vraiment un très beau film, je trouve qu'il est vraiment bien fait, et c'est un joli thriller, quoi, ça change. C'est vraiment arriver à comprendre l'histoire d'une personne qui n'est déjà plus là au début du film, donc ouais, j'ai bien aimé, je conseille le film. Pauvre créature, de Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, Mark Ruffalo et Willem Dafoe. Ça raconte l'histoire d'une femme qui se suicide et qui va être récupérée par un scientifique fou qui va récupérer le cerveau de son enfant mort du coup dans le ventre en le remplaçant par le cerveau de la femme et qui va réussir à la ressusciter. Comme cette femme a désormais le cerveau d'un bébé, il va en fait l'éduquer et elle va vivre dans cette maison avec lui en apprenant tout ce qu'il y a à apprendre depuis le début. À partir de là, elle va faire la rencontre avec plusieurs personnes qui vont l'amener à voyager et en quelque sorte à découvrir le monde. Et en fait, ça va être une sorte de quête d'émancipation. Alors, j'ai vraiment hésité quant à la note. Objectivement, c'est un très bon film. Déjà, tout ce qui est aspect technique, visuel, il est magnifique, c'est super bien fait, les décors, les costumes. Sur la forme, il y a vraiment rien à dire. Les créatures qui sont des mélanges d'animaux différents, c'est vraiment original et super bien fait. Vraiment, il y a tout qui est nickel. Ensuite, les acteurs, oui, ils jouent très très bien. Mention spéciale à Mark Ruffalo, parce que vraiment, je le trouve génial dans le film. Il est vraiment parfait. Ensuite, niveau histoire, sur le fond, alors, il y a du bon. Déjà, l'histoire en soi, elle est quand même assez originale. Mais il y a quand même un bon fond de pseudo-féminisme avec cette femme qui est entourée d'hommes et qui, bien sûr, va s'émanciper toute seule. Hein. Et le truc, c'est que, ouais, il y a plein de messages, alors plus ou moins discrets, et généralement, ils sont pas discrets du tout, où on te dit, oui, que l'homme, c'est une merde, que l'homme ment, que l'homme triche, etc. Enfin, voilà, bien sûr, que des choses négatives sur l'homme,
alors que bien sûr la femme, hein, elle est parfaite sans défaut. Voilà, ça c'est des trucs qui m'ont un peu saoulé, et je suis désolé, mais en fait le film, la moitié du film c'est que du cul. En fait, ce qui est pitoyable et pathétique, c'est que là elle est nommée partout, Emma Stone, en mode, enfin je crois elle a déjà commencé à gagner des titres comme meilleure actrice, mais en fait c'est là la tristesse du cinéma actuel, c'est que il se veut woke, il se veut progressiste, il se veut féministe, mais en fait on donne des récompenses aux meufs qui se foutent à poil. Et c'est ça la réalité. C'est que là, en fait, Emma Stone, pour avoir une statuette, c'est parce qu'elle est la moitié du film, elle est à poil, on voit ses seins et elle est en train de baiser. Waouh, bravo! Ah ouais, ça c'est ça une bonne actrice, hein. C'est une actrice qui baise. Donc vraiment, l'image du féminisme, je suis mais mort de rire, quoi. Et du coup, même ça, par rapport au fond du truc, putain, mais c'est bon, on a plus 10 ans, on a plus 15 ans, on n'est plus des ados avec une excitation pas possible devant des scènes de nu. Je sais pas, mais les scènes de cul dans les films, pour moi, c'est équivalent au fait de filmer des gens en train de chier. Il y en a pas dans le cinéma. Et ben voilà, faut arrêter avec les scènes de cul. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être prude ou de trouver ça olé olé, hein, parce que vraiment, j'en ai strictement rien à foutre. C'est juste que ça peut servir à certains moments dans le film, des trucs comme ça, mais là, c'est vraiment montré. Et regardez, nous on n'a pas froid aux yeux, on montre tout, on les montre vraiment les acteurs à poil, ils font pas semblant. C'est d'un ridicule, on s'en branle, enfin justement, on est des adultes, on n'est plus des ados qui sont excités par ce genre de truc. Donc vraiment, montrer à longueur de temps les deux acteurs quasiment à poil en train de se montrer, c'est d'un ridicule, vraiment ça fait pitié. Et du coup, il y a la moitié du film c'est ça, et du coup elle voit vraiment que Emma Stone, alors pourtant elle joue bien après, enfin vraiment tout le reste en soi elle joue bien, mais du coup, et j'ai remarqué dans plein de rôles où on dit ah ouais elle a très bien joué, elle en prend pour son grade dans cette critique, mais je pense à Virginie Fira, on dit ouais c'est une putain d'actrice et tout, dans tous ses films elle est à poil. T'as l'impression que c'est un peu comme à la Eva Green où il faut qu'on voit ses seins. Vraiment, il y a des actrices, c'est dans le contrat, il faut que je sois à poil. Et du coup, ça fait pitié, et c'est un anti-féminisme, c'est l'image de la femme. Et donc là, dans le film, à un moment donné, il y a toute une histoire avec la prostitution, donc en fait, ça se veut en mode progressisme et féminisme, on fait ce qu'on veut de notre corps, mais en fait, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un troll, mais pour moi, le message, c'est complètement l'opposé, c'est un gros retour en arrière, en fait. C'est ridicule envers la femme, quoi. Alors qu'en soi, sur le fond, je suis absolument d'accord, elles font absolument ce qu'elles veulent, elles sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, mais du coup, le film, je trouve ça ridicule. Donc voilà, le film aurait pu avoir une très bonne note, mais voilà, j'ai décidé de lui mettre que ça, parce que, l'image et l'idée qu'ils veulent donner, je la trouve ridicule. Donc voilà, je conseille quand même d'aller voir le film, parce que c'est un film quand même qui est ovni, hein, qui est... Là, dans l'année, c'est un film à voir, mais voilà, l'idée, c'est insupportable. Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki avec Ryonosuke Kamiki, Minami Amabe et Yuki Yamada entre autres. Enfin, je l'ai vu. Alors, c'est un peu particulier parce que ce film est sorti que 2 jours en France, en décembre, et pas dans tous les cinémas. C'est une histoire de marketing complètement conne, je trouve. Et bon, bref, je pense que il y en a plein qui ont gueulé, et du coup, ils ont ressorti le film, je crois, pour 2 semaines, et enfin, dans plusieurs salles de cinéma, dont l'UGC, et donc j'ai pu voir le film. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un géant lézard mutant qui défonce le Japon. On raconte pas comment il est né, etc., c'est pas explicite. Alors bon, implicitement, c'est sûrement à cause des bombes nucléaires que les États-Unis ont lancées sur le Japon. Côté de ça, il y a quand même une histoire plus personnelle, avec donc le personnage principal qui est un kamikaze, donc qui est censé se suicider pendant la guerre donc contre les Américains. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais c'est donc un film japonais, donc vraiment du point de vue des Japonais, et ça se passe au Japon. Contrairement à tous les films Godzilla qu'on a vus qui sont américains. Et donc, le personnage qui est kamikaze n'arrive pas à se suicider, du coup il revient. Donc ce mec qui en fait qui a honte de revenir vivant, et même du point de vue des autres japonais, c'est une honte en fait de pas s'être suicidé pour son pays. Et lui, quand il retourne à Tokyo qui a été décimé par les bombes américaines, c'est vraiment un champ de ruines, en tout cas une grosse partie de la ville, et on voit sa vie se reconstruire doucement, etc., faire des rencontres. À côté de ça, il y a ce Godzilla qui revient sur les côtes du Japon pour tout détruire, et donc bien sûr c'est exactement l'image de la bombe nucléaire, hein, parce que quand Godzilla arrive, il défonce absolument tout, il a une puissance, en plus il a vraiment une puissance nucléaire là avec son rayon thermique, et donc le film va raconter comment les Japonais vont essayer de se débarrasser de ce géant lézard. Alors l'intro était un peu longue, et ben ouais, j'ai bien aimé le film. Le film est particulier, il y a 2 côtés qui s'affrontent. Il y a un côté
qui est vraiment très positif, que j'ai bien aimé sur plein de sujets, je vais dire pourquoi. Et il y a un côté qui vraiment m'a pas du tout plu, et c'est dommage, parce qu'il aurait pu avoir vraiment une meilleure note. Alors déjà, pour le côté positif, bah déjà, c'est le meilleur Godzilla. Tous les autres films Godzilla qui sont, à part peut-être un des remakes qu'il y a eu il y a pas longtemps là, mais même ce Godzilla est vraiment le meilleur. Déjà, par rapport à l'histoire, enfin, clairement, alors c'est parce qu'aussi on fait sûrement une overdose de films américains, mais je trouve que voilà, la mentalité japonaise, elle fait du bien, c'est un bol d'air frais. Et puis voilà, le regard est pas du tout le même sur la bête, le côté aussi montrer que vas-y, on est plus fort, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout présenté pareil. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, les côtés effets spéciaux. Et en fait, les effets spéciaux vont être dans les deux catégories, parce que Godzilla, je trouve qu'il est très bien filmé. Il y a beaucoup de plans qui le montrent en contre-plongée pour montrer son immensité, et ça, j'ai vraiment bien aimé. Des plans où on voit que les jambes. Donc voilà, il y a plein de trucs qui montrent sa dangerosité, son immensité, ça c'est parfait. Il y a des plans dans l'eau, franchement, je les trouve vraiment très bien faites. Alors, des fois, tu peux voir que c'est pas non plus parfait niveau effets spéciaux, mais je trouve que c'est quand même vraiment très soigné. La tête de Godzilla, de près, les yeux et tout ça, son rayon thermique, il est incroyable, et là pour ça, vraiment chapeau, parce que j'ai jamais ressenti une puissance et une dangerosité dans n'importe quel autre film que j'ai vu. Vraiment, ce Godzilla pulvérise tous les autres Godzilla réunis. Vraiment, il a une puissance. Son rayon thermique, c'est vraiment une bombe atomique, littéralement. Puissance, la déflagration et tout. Et puis quand les immeubles explosent, etc. Enfin vraiment, voilà, tous ces effets spéciaux-là sont vraiment balèzes, vraiment bien faits. Mais il y a un autre côté de l'effet spécial, mais du coup, je sais pas si c'est numérique ou on aurait presque l'impression que c'est de la maquette. Bah, c'est le Godzilla en lui-même quand on le voit en entier sur les plans larges et qu'on le voit marcher. Oui, je vois très bien qu'ils ont voulu reprendre le Godzilla, le tout premier des années 50 ou 60, je sais plus quand est-ce qu'il a été fait, mais du coup c'est vraiment le gros Godzilla qui est debout et qui marche un peu pâteau comme ça avec ses grosses cuisses, et du coup il fait pas réel, c'est-à-dire que quand on le voit marcher, t'as vraiment l'impression que c'est un truc en plastique qui marche comme ça. Sur le coup, ça fait moins effrayant et ça fait plus c'est un gros lézard obèse. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais sinon, voilà, le reste, vraiment bien fait. Tout ce qui est démolition dans la ville et tout ça, vraiment bien travaillé, bref, super. Par contre, côté négatif, donc ça je l'ai dit pour le côté numérique, en tout cas effet spécial, mais il y a un autre truc, c'est les acteurs japonais. Je suis désolé, mais moi, je sature, j'en peux plus. Déjà, je ne regardais plus de manga. Enfin, du moins de manga en VO. Moi, je suis un défenseur de la VO par rapport à la VF, mais sur les films où c'est des vrais acteurs. Mais ceux qui sont là en mode « Oh, tu regardes pas des animés en VO, c'est nul et tout ». Mais ça, c'est l'argument le plus merdique du monde. Un manga, c'est un dessin animé. La VF, pour moi, ça a autant de valeur que de la VO, parce que c'est juste des voix qu'on met sur un dessin. Et justement, la VO, donc la version japonaise, elle est dégueulasse. C'est bien quand t'as 5 ans, quand t'as 10 ans, quand t'as 15 ans d'entendre des mangas en japonais. Mais je suis désolé, c'est tout le temps la même chose. J'ai l'impression qu'il y a 10 doubleurs au Japon. Ils font tous les mêmes voix, ils ont une façon de gueuler, enfin tous la même intonation. Et pourquoi je parle des mangas ? Mais parce qu'en fait, les Japonais, les acteurs eux-mêmes, jouent comme les doubleurs de leurs mangas. Tu sors du film parce que tu les vois jouer, c'est du théâtre. Ils sont dans l'exagération, ils ont des intonations exagérées. Tu vois que c'est pas naturel. Surtout que quand tu vois le peuple du Japon, comme ils sont ultra introvertis, ça c'est clair que c'est pas naturel, ils sont pas comme ça. Et en fait, c'est leur côté de surjouer que je trouve qui est écœurant en fait. Et vraiment pour ça, c'est pénible. Et à côté de ça, putain, mais qu'est-ce qui joue mal ? Alors, il y a que 2-3 acteurs qui sont, voilà, ils font le taf, normal, mais l'acteur principal, c'est une merde. Oh, c'est une honte au directeur de casting, hein, pas à l'acteur, parce que lui, il est mauvais, il y peut rien. Mais putain, quand tu vois un mec comme ça, pourquoi tu dis, je vais le mettre en acteur principal du film Godzilla, quoi ? Ah, il est nul à chier. Et en vrai, c'est dommage, parce que c'est quand même l'acteur principal, et du coup, vu qu'on le voit tout le temps, bah, ça fait chier. Donc ouais, pour conclure, ça va faire long, c'est dommage, parce que le film en soi, pour dire, il m'a quand même marqué, c'est-à-dire que le lendemain, j'ai pensé au film, genre en me réveillant, j'avais des images de Godzilla, donc pour dire qu'il m'a quand même impacté. Donc c'est un très bon Godzilla, parce qu'en même temps, faut pas attendre un film à Oscar, hein, ça reste du Godzilla. Mais voilà, pour un Godzilla, c'est un très bon film. Le côté puissance, dévastateur est très bien, super et tout, mais voilà, le jeu d'acteur, trop relou, trop surjoué et mal joué. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je conseille vivement de voir ce film, surtout que s'il reste pas longtemps en salle, vraiment dépêchez-vous, quoi. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer avec Christian Fredel, Sandra Hüller et Johan Kartos, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un commandant nazi qui s'occupe du camp d'extermination d'Auschwitz et qui en fait vit littéralement collé au camp d'extermination avec sa famille. Et du coup, voilà, le film raconte leur histoire, comment ils vivent à côté de ce camp.
Donc c'est tiré du... Enfin voilà, c'est une histoire vraie, hein. Le commandant nazi Rudolf Höss a vraiment existé. Et donc voilà, ça raconte comment ce mec vit avec sa famille dans cette jolie maison avec un jardin vraiment parfait, mais qui est littéralement genre les murs du jardin, c'est vraiment les murs barbelés en haut, où de l'autre côté il y a le camp d'extermination quand même, où on entend en bruit de fond toujours des bruits de chevaux, de sabots, des plaintes, des cris, des coups de feu, les fours crématoires qui brûlent la nuit et tout. Mais à côté de ça, t'as cette famille-là qui est en mode, t'as l'impression qu'ils vivent dans un halo de paix parfait, un endroit où il fait bon vivre. Alors bien sûr, même dans la famille, ils ont des bonnes et tout ça. Alors je crois que c'est pas des juifs, mais c'est des Polonais qui sont un peu voilà des secondes zones quoi, qui sont pas considérés comme des Ariens. La maison fait toute parfaite. Alors il y a souvent des invités. Alors des invités, c'est aussi par rapport à des généraux allemands, etc. Mais voilà, et tu vois plein d'enfants, tu vois la maison vivre et tout. En fait, ce qui est dingue dans ce film, c'est de voir le décalage de leur discours et de leur façon de vivre. C'est-à-dire que on voit à aucun moment on voit des scènes dans Auschwitz. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce film, si on enlève Auschwitz, en fait, on a l'impression qu'on parle d'un film d'un couple qui vit une vie modèle, avec une maison modèle, etc. Et où, voilà, le mari, à un moment donné, il a une obligation de travail, il doit bouger, la mère veut garder la maison parce qu'elle dit qu'elle se sent bien ici, etc. Enfin, c'est fou, en fait, de voir leur discours, comme quoi Auschwitz n'impacte pas leur vie. Et des fois, il y a quelques moments où ils évoquent les juifs et où ils évoquent le camp, mais c'est très succinct, et c'est avec un détachement. Et enfin voilà, c'est ça tout le long, c'est à un moment donné, il y a une dispute en se disant, mais où la femme dit à son mari qu'il peut pas partir parce que c'était leur endroit de rêve, que c'est là qu'il faut vivre, parce que c'est la campagne parfaite, etc. Enfin, c'est dingue. Et vraiment, c'est tout ce décalage qui est fou en fait dans le film. Après, bien sûr, ce qui est après aussi niveau image, tout est beau, tout est propre, vraiment, les cadres là-dessus, c'est parfait. Et enfin voilà, c'est vraiment tout ce décalage de ces gens a priori normaux. Je veux dire, voilà, si on enlève Auschwitz, encore une fois, on a l'impression que c'est une famille normale, quoi. On voit pas un méchant nazi, une méchante famille, c'est des gens normaux. Et en fin de compte, quand on voit l'horreur qui est à côté, c'est là tout le décalage horrible, quoi. Et la fin, je crois que j'ai jamais vécu dans un film un ascenseur émotionnel aussi puissant qu'à la fin de ce film. Alors sans dire vraiment ce qui se passe, mais il y a une scène, puis ça bascule sur autre chose, et là je me suis dit à ce moment-là, j'étais même en train de parler dans ma tête, à me dire le réalisateur il aurait pas dû faire ça. Je me disais vraiment, ça me sort du film. Je pensais que ça c'était les dernières images du film, parce que vous comprendrez quand vous le verrez, mais je me disais voilà, il finit sur ça, et je me suis dit ok, mais c'est un peu dommage. Et en fait, il y a une autre scène qui revient derrière, et là, bam, la claque. Vraiment, bravo le réalisateur. Parce que en fait, ce décalage entre ce que je croyais la dernière scène et en fait l'ultime scène juste après, ça m'a vraiment claqué. Et du coup, voilà, la fin excellente de ce film. Donc voilà, je conseille ce film. J'aimerais quand même parler d'un film qui est sorti en fin d'année dernière qui s'appelait La Conférence, parce que ça m'a beaucoup fait penser à ça dans le sens où c'était donc la conférence, c'est je crois en 42, un groupe de nazis qui se sont regroupés autour d'une table pour discuter de la solution finale, à savoir exterminer systématiquement les juifs. Et donc ce film, c'est un huis clos dans une salle où ils parlent littéralement que de ça, et les voir en parler de manière presque normale, c'était très très dérangeant, et du coup là c'est un peu ça, c'est autre chose, voir une famille, mais c'est ce décalage entre ce qu'on voit dans les scènes et le sujet de fond, quoi. Donc voilà, je conseille de voir ce film. Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, avec Enzo Vorgrinsich, Roldan, Simon Hempe et Mathias Rekalt, entre autres. Ça raconte l'histoire vraie d'un avion uruguayen comportant une équipe de rugby uruguayenne qui s'est crashé dans la montagne des Andes en 1972 lors d'un voyage au Chili. J'en dis pas plus pour l'histoire parce que de toute façon le synopsis, c'est vraiment juste ça. Après, on découvre comment vont survivre ceux qui ont été rescapés du crash, et s'ils vont ou non s'en sortir. J'avais déjà entendu plusieurs fois l'histoire de cet avion, et donc j'avais vu plusieurs vidéos, etc. dessus, donc je connaissais à peu près ce qui se passait dans les grandes lignes. Mais voilà, j'attendais vraiment le film avec impatience, parce que j'avais vraiment envie de voir une adaptation cinématographique de cette histoire incroyable. Malheureusement, c'est un film Netflix, donc il n'est pas sorti au cinéma,
cinéma. Et c'est bien dommage parce que je pense que j'aurais apprécié encore plus le film si je l'avais vu en grand écran, etc. surtout en une seule fois, parce que malheureusement, les films sur Netflix, je les vois pas forcément en une fois. Là, je crois que j'ai dû voir en 5 ou 6 fois. Donc effectivement, pour l'expérience et l'immersion, ça gêne un peu. Mais malgré tout, justement, j'étais vraiment dedans. J'avais froid avec eux, j'avais mal avec eux. J'étais oppressé avec eux, j'étais mal à l'aise avec eux, enfin voilà, toutes les sensations qu'ils ressentent pendant le film, elles se transmettent bien aux spectateurs. La scène du crash, elle est vraiment très bien faite, on est vraiment avec eux et c'est vraiment violent. Les paysages sont magnifiques, les acteurs, ouais, je trouve qu'ils font le taf, ils jouent vraiment bien les rôles. Et ouais, franchement, il y a tout qui est bien dans le film. S'il y a un petit bémol, moi, que je mettrais, c'est le rapport à la viande. Tout ce moment-là, qui est quand même une étape cruciale de la survie, je trouve, moi, il m'a manqué quelque chose. Il m'aurait fallu plus de scènes, plus de dialogues où on les entend vraiment parler de ça, les voir ressentir ce malaise. Mais sinon, ouais, voilà, vraiment très bien. C'est marrant, mais la musique, je sais même pas s'il y en a dans le film. Enfin oui, j'imagine que sur les grands plans de paysages et tout ça, ils en ont mis un peu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même très léger. Vu que du coup, j'avais déjà vu ce qui s'était passé en vrai et j'avais vu des images de ces rugbymen du coup qui ont survécu au crash et tout ça. Là, en fait, ils ont super bien réadapté, c'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment dans les détails des poses, parce qu'en fait, à un moment donné, voilà, il y a un des personnages qui prend des photos, et c'est vraiment les photos qu'on voit sur Internet. Ils prennent la même pose, le même endroit, enfin vraiment, tout est reconstitué parfaitement, et vraiment, j'ai trouvé ça bien, et même, c'est fort quand même, parce que voilà, le fait à chaque fois de savoir que c'est une histoire vraie, c'est vraiment impactant. Le fait de montrer les noms écrits et tout ça, de ceux qui meurent et tout ça, je trouve ça vraiment très, très bien, très beau. Je crois que ça a gêné certains, le fait qu'il y ait un narrateur qui parle. Moi, pas du tout, parce qu'il y a un côté un peu, on va dire, pas poétique, mais presque, philosophique et tout ça, ils en parlent souvent. Et lui, le narrateur qui parle, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé bien le choix qu'ils ont pris de faire ce qu'ils font dans le film, en fait, par rapport au narrateur. Par contre, j'aurais bien aimé savoir, du coup, ce personnage qui a donc vraiment existé, est-ce que le réalisateur a pris cette décision librement, ou est-ce qu'il a demandé l'accord? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, je conseille vraiment le film, c'est vraiment dommage qu'il soit pas sorti au cinéma, en tout cas en France, parce que j'aurais vraiment préféré le voir en grand écran. Mais bon, voilà, même sur Netflix, sur un petit écran, j'ai quand même bien aimé voir le film. Iron Claw de Sean Durkin, avec Zac Efron, Harris Dickinson et Jeremy Allen White, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une famille célèbre de catch dans les années 80, alors on peut remonter je crois même aux fins des années 70 pour le père, dont le père donc est un champion, enfin en tout cas une star de catch, qui se fait surnommer Iron Claw pour la prise qu'il fait avec ses mains, mais qui n'a jamais eu le titre suprême de champion du monde poids lourd. Lui et sa femme, ils vont avoir 5 enfants, 5 fils, dont un qui meurt très jeune, et donc il va élever donc ses autres fils, ses 4 fils, dans une sorte de compétition pour toujours l'excellence, et surtout en fait il va essayer de les initier au catch, dans le but d'obtenir ce que lui n'a jamais obtenu, à savoir le titre de champion du monde. L'histoire est centrée sur le personnage de Zac Efron, qui est l'aîné des frères, donc après la mort de l'enfant, donc quand ils étaient jeunes, qui est lui en fait le principal catcheur de la famille, et en fait on va découvrir un peu leur vie et leur péripéties, ce qui va se passer durant la décennie des années 80, avec son lot de drames. Alors, vraiment c'est un très bon film, très beau film. J'imagine que le côté histoire vraie, il joue pour beaucoup, parce que si c'était une histoire inventée, ça serait un beau film, mais là le fait que ça soit vrai, c'est juste complètement dingue. Vraiment, je connaissais pas du tout l'histoire de cette famille de catcheurs, et elle est, mais incroyablement tragique. Les acteurs sont impeccables dans le rôle. Zac Efron, j'adore cet acteur. L'emprise du père, elle est vachement dingue, et vraiment, c'est horrible comment il traite ses fils, en disant ouvertement qui il préfère, en faisant une liste et en disant que chacun peut descendre et peut monter dans la liste en fonction de ses actes et tout ça. Vraiment, c'est une éducation vachement la dure. Et puis aussi le côté, à chaque fois qu'en fait ils ont des problèmes, qui soient plus ou moins graves, les parents ne s'en occupent jamais. Ils leur disent démerdez-vous entre vous, quoi. En gros, réglez ça entre frères. À aucun moment ils les soutiennent quand les choses vont mal. Que ça soit au niveau familial comme au niveau professionnel, vraiment c'est horrible. La vie qu'il a vécue, elle est vraiment pas facile. Il y a 3 moments dans le film qui sont vraiment émouvants. Alors il y a 2 moments où c'est 2 scènes avec la mère, qui est dans sa chambre, que j'ai trouvé vraiment très juste, très sobre, mais très touchante, et aussi une scène qui en soi n'est pas triste et pathétique dans le sens de comment c'est filmé. C'est une image où on voit un gamin,
Et j'ai trouvé ce moment vraiment fort. Voilà, j'en dirai pas plus. Allez voir le film, parce que vraiment, ça fait du bien. Même si a priori le monde du catch ne vous plaît pas, enfin voilà, c'est plus que ça. Alors bien sûr, ça parle tout le temps de catch dans le film, mais c'est surtout une histoire d'une famille en fait. Et surtout voilà, le fait que ça soit une histoire vraie, c'est juste dingue, et c'est bien d'avoir mis en lumière l'histoire de cette famille.